Bon, on va commencer. Donc bonjour et merci d'être venu directement après manger. On va essayer de pas trop vous endormir. Donc nous aujourd'hui on va vous parler de Laravel et Vue. On va commencer par se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Benjamin Cavier, donc je suis développeur à Serly, une boîte située à Poitiers. C'est une bonne boîte, il y a un stand au Juxemorcamp, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai un compte Twitter où je parle majoritairement de JS et un compte GitHub qui est pas forcément hyper actif en ce moment. Donc moi c'est Yvonique Frein, donc je viens de Nantes, donc je travaille pour Zenica Nantes. Je suis plus orienté sur des problématiques front-end. J'aime beaucoup le JavaScript et pourtant aujourd'hui c'est pas de ça dont je parle personnellement. Et donc on va peut-être commencer par vous dire comment va s'agencer notre présentation. Donc on va vous parler donc, de Laravel. Ok, on est au Juxemorcamp, je suis désolé, je vais vous décevoir, mais c'est du PHP. Ceux qui se sont trompés de salle, vous avez encore le temps. Hein. Donc on va vous présenter aussi Vue, vous expliquer un petit peu les deux concepts sous-jacents de ces frameworks. Puis on va venir les démontrer au travers du live coding d'une petite application. Puis finalement, on va vous donner un petit peu notre ressenti par rapport à cette stack et ce qu'on a pu en penser à l'utilisation. Donc Laravel. Laravel, c'est un framework qui a été créé par Tyler Otwell, donc c'est un Américain. Sa boîte lui a donné un petit peu de temps en fait le vendredi, donc sur un cinquième de son temps pour bosser justement sur ce framework. Son idée à lui, elle est simple, hein, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, c'est de récupérer ce qui se fait de mieux dans l'écosystème et de le compiler, pas réinventer la roue. En soi, en fait, ce framework, vous allez le voir, hein, il apporte pas grand-chose techniquement par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres écosystèmes, comme par exemple en Java. Par contre, là où se situe la plus-value, c'est qu'il a vraiment voulu se concentrer sur l'expérience développeur. Donc en proposant beaucoup de sucres syntaxiques qui vont venir vous faire gagner vraiment beaucoup de temps et avoir une écriture élégante et agréable en fait à l'utilisation. Et puis aussi ce qui va autour, on va le voir un peu plus tard, c'est créer de la valeur, se concentrer sur des accès facilités à certains services en SaaS, et le tout dans un environnement cohérent qui est vraiment maintenu par les développeurs du framework en lui-même. Donc en termes de popularité, on est sur quelque chose d'assez populaire quand même avec 34 000 stars, 5000 commits et 400 contributeurs à peu près. Il faut savoir que les chiffres sont pas tout à fait exacts parce que c'est séparé en vraiment deux repos sur GitHub. Il y en a un pour l'installateur d'applications fraîches en fait pour démarrer le projet, et il y en a un autre vraiment pour la partie framework qui est à part où il y a un petit peu moins de visibilité. C'est plus le lanceur d'applications souvent qui est vu par la communauté. Donc pas de secret, hein, c'est un framework back-end, on réinvente pas la roue, on reste sur du MVC, c'est quelque chose d'assez classique, c'est robuste, hein, on a prouvé que ça fonctionnait, la séparation des responsabilités. Pour la partie Vue, on va avoir Blade, donc c'est un moteur de template, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, il y en a des dizaines en PHP. Et pour la partie contrôleur, c'est tout simplement des classes avec quelques petites commodités en plus sous la forme de fonctions. Par contre, là où c'est un petit peu intéressant, c'est leur ORM, donc qui s'appelle Eloquent. La petite nuance, c'est qu'elle va implémenter le design pattern Active Record. Donc c'est inspiré de Ruby, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on va avoir l'habitude avec des ORM, c'est-à-dire d'avoir des services qui vont prendre en entrée des objets et puis venir les persister dans la base de données, ce qu'on a l'habitude avec du Hibernate ou des choses comme ça. Là, c'est les enregistrements eux-mêmes qui vont être du coup schématisés sous forme d'objets. Jusqu'à là, rien de nouveau. Par contre, ils vont embarquer en fait toutes les opérations de modification en fait de ces données directement sous la forme de fonctions à l'intérieur d'instances de ces enregistrements. Donc, qu'est-ce que nous propose en plus Laravel ? L'authentification. Bien sûr, ils se sont concentrés sur les problèmes de développement commun à toutes les applications. L'authentification, voilà, quasi tout le temps, on a besoin d'un système utilisateur. On a un système out of the box qui permet de gérer en fait toute sa base utilisateur directement dans sa base de données. Donc, il nous propose aussi bien la partie back-end que la partie front-end. Et il est assez complet, hein, donc bien sûr inscription, connexion, mais aussi gestion de mots de passe perdus. Tout ça, c'est déjà géré par le framework. Et si on veut travailler avec des bases de comptes donc, qui appartiennent aux réseaux sociaux, franchement, c'est juste rajouter une classe. On le verra tout à l'heure, on le montre dans la démo.
avec quelques lignes, directement on peut venir demander des autorisations aux réseaux sociaux pour se connecter. Et alors, si notre but est encore un petit peu plus exigeant, on veut mettre en place des API ouvertes pour venir exposer de la donnée à nos clients. Donc là, tout de suite, ça demande de vraiment travailler l'aspect sécurité. Donc bien souvent, vu que les serveurs sont stateless, enfin le code va être stateless, on ne peut pas garder en fait de session entre les différentes requêtes. Donc on va généralement identifier nos utilisateurs au travers d'un token. Sauf que bien souvent, c'est assez compliqué à gérer justement tous ces tokens, les rafraîchir, etc. Et là, en fait, ils nous proposent Passport, qui est une implémentation O2 complète et qui respecte vraiment la spec, qui va venir gérer tout ça pour nous en seulement quelques petites minutes de configuration. Donc l'écosystème, il est encore plus riche. Là, on vous en liste un petit peu quelques parties. Donc par exemple, il y a Scout, donc il y a un driver pour faire de la recherche full text. C'est vraiment une problématique qui devient assez pressante en ce moment. On parle beaucoup de tout ce qui est big data, data lake, pouvoir gérer sa donnée et faire de la recherche sur des index. Donc c'est ce que nous permet Scout. En plus de ça, il supporte Algolia. Donc c'est un produit en SaaS qui permet de faire de la recherche full text justement et qui est utilisé par quelques acteurs importants du type Twitch. Il y en a d'autres, dont LVMH. Enfin, plusieurs acteurs assez connus justement qui utilisent ce service, et là on a directement une intégration à un driver pour travailler avec. Il y a Echo qui nous permet de faire très facilement du WebSocket, ce qui n'est pas forcément évident avec PHP par défaut. Si on veut monétiser son application, là il y a Cashier, donc qui permet de s'interfacer directement avec deux services, donc Stripe et Braintree. Ce qui est intéressant, c'est que là on peut faire des coupons, on peut faire de l'abonnement mensuel, ça va même jusqu'à générer tout seul les factures au format PDF. Donc vraiment, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps pour pouvoir se pencher sur la monétisation de notre application. Ensuite, il y a Envoy pour runner des tâches serveurs et Socialite, dont on parlait là juste avant, qui permet c'est une interface haute pour les réseaux sociaux. Donc là, récemment, il y a une nouvelle version qui vient de sortir il y a un mois, je crois. Donc une nouvelle long terme support, où il y a un travail, encore une fois, sur l'expérience développeur, où on va avoir un debugging qui va être amélioré. Il travaille sur la lisibilité des stacks d'erreurs, vraiment pouvoir faire en sorte que le développeur passe le moins de temps possible sur les aspects un petit peu rébarbatifs du métier et puisse vraiment produire de la valeur. Il y a une installation des plugins facilitée. Avant, il y avait un petit peu de configuration à faire après avoir téléchargé les dépendances pour que le système soit vraiment capable de les utiliser. Maintenant, tout ça, c'est fait de manière automatique, donc ça se rapproche de ce qu'on a dans l'écosystème Java avec Maven ou avec NPM côté front. Donc, Benjamin va revenir là-dessus plus tard, mais par défaut, Laravel embarque Vue. Et là, ils embarquent toujours Vue par défaut, mais ils proposent des alternatives, comme React ou même carrément partir de JavaScript Vanilla pour la partie front si on veut. Et puis voilà, il y a tout ce travail aussi d'installation de bases de données. Ils ont retravaillé dessus pour faciliter en développement le rafraîchissement de nos tables, pouvoir repartir plus facilement à zéro pour toute cette phase de dev. Et donc, surtout, on l'a vu, il y a des paquets qui produisent de la valeur. Est-ce qu'ils en ont rajouté des nouveaux? Oui. Donc pour le développement, il y a tout ce qui est automatisation en fait des navigateurs et pouvoir faire du test vraiment end-to-end facilement. Donc là, vous avez un petit exemple où tout simplement on va, pour un navigateur donné, venir le lancer, aller se connecter à une URL, venir remplir deux champs, donc l'email et le mot de passe, puis appuyer sur le bouton login et vérifier qu'on est bien redirigé vers la page home une fois qu'on a été logué. Donc c'est assez facile. Là, on a aussi Horizon, donc un petit logiciel. On voit pas très bien blanc sur blanc, c'est pas forcément évident. Donc c'est un petit logiciel de monitoring en fait pour ces Q-Redis, pour vérifier quels sont les jobs qui sont en fail, qu'est-ce qui a pris le plus de temps, où est-ce qu'on en est justement par rapport à toutes ces mécaniques-là. Je vais laisser Benjamin vous parler de Vue. Merci. Donc moi je vais vous présenter maintenant Vue.js. Donc Vue.js c'est un framework JavaScript qui est apparu en 2014, qui a été développé par Evan You. Il a la particularité par rapport à d'autres frameworks de pas avoir été porté et lancé au début par une grosse boîte. Je pense par exemple à React qui a été lancé par Facebook, Angular qui est pas mal porté par Google, etc. Donc là c'est vraiment un framework qui est sorti un peu de la communauté finalement. Et donc quelles sont les caractéristiques de Vue.js? Alors comme beaucoup de frameworks en ce moment, je parlais justement de React et d'Angular, c'est un framework qui est orienté composant.
Je reviendrai un petit peu après sur ce que c'est un composant. C'est assez performant de base comme framework, c'est-à-dire que vu Vanilla, il n'y a pas forcément besoin de faire des optimisations. Je pense par exemple à indiquer si le composant doit se re-rendre ou non, si son parent s'est rendu. Ça c'est fait de manière automatique. En fait, Vue est capable de le savoir automatiquement en se basant sur les propriétés du modèle qui exploite le composant. C'est un framework qui est déclaratif. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait pas mal en ce moment dans les frameworks JavaScript modernes. C'est-à-dire que vous allez juste déclarer ce à quoi doit ressembler votre application, en fait, en termes de markup, de comportement, etc. Et après, on va simplement laisser les données couler, en fait, dans cette déclaration pour vraiment vous rendre une application qui tourne. Alors, c'est réactif. Alors, pas dans le sens vraiment programmation réactive au stricto sensu. C'est réactif dans le sens où vous avez un modèle de données, en fait, dans votre application, ou même en interne à vos composants. Et à chaque fois qu'il y a une donnée de ce modèle qui est modifiée de façon programmatique, le markup qui exploite cette donnée-là va être mis à jour automatiquement. Bon, encore une fois, ça c'est rien de très nouveau. C'est un framework qui est assez léger, puisque Vue.js Vanilla GZIP c'est 20 kilobits. Et c'est progressif. Alors, on peut faire des progressifs web avec, mais c'est pas ça que je veux dire ici. En fait, c'est progressif dans le sens où c'est simple de l'intégrer de migrer progressivement à Vue, en fait. C'est-à-dire de l'intégrer dans des applications JS existantes, mais petit à petit, sans avoir nécessairement à refaire toute l'application. C'est vraiment un cas d'usage qui est très simple et assez courant pour Vue. C'est par exemple ce que font donc GitLab, qui en fait sont en train ils écrivent tous leurs nouveaux bouts d'interface graphique en Vue.js. Ils ont une interface entre guillemets legacy en jQuery. Et ils migrent progressivement en fait au fur et à mesure de leur réécriture à Vue.js. Mais enfin, c'est pas en mode Big Bang, c'est vraiment incrémental. Et donc parmi les autres clients de Vue, on peut citer donc Alibaba.com et Nintendo. Nintendo, c'est pas pour faire des jeux, c'est surtout pour tout ce qui est forum, etc. Alors bon, en termes de popularité, donc on a, c'est monté assez vite. Vue pendant longtemps, c'était de manière assez systématique dans les trending repositories de GitHub. Donc on a donc 66 000 stars, 2000 commits et entre guillemets 133 contributeurs. Donc le framework est encore un peu jeune, donc effectivement il n'y a pas forcément des tonnes de commits et de contributeurs, mais ça monte vraiment bien et il y a une communauté vraiment nombreuse qui est en train de se former autour de ça. Je vous parlais tout à l'heure donc de composants. Donc qu'est-ce que c'est un composant? Donc en fait c'est une petite brique d'interface graphique qui va être dans l'idée assez autonome et qui peut être réutilisé en fait partout dans votre application, voire même réutilisé dans une autre application. Donc un composant en Vue.js, comment est-ce que ça se présente? En fait, c'est composé de un template. Donc le template, c'est vraiment là où vous allez définir le markup HTML qui va être le rendu en fait de votre composant. Vous pouvez également y mettre du style CSS, histoire que ce soit un peu joli. Un état interne à votre composant, donc je vous en parlais juste avant, qui à chaque fois qu'il va être mis à jour, va faire évoluer le rendu de votre composant en fonction de ce que vous avez déclaré dans votre template. Et un comportement, donc le comportement ça peut être des fonctions comme en orienté objet classique, qui vont être appelées par d'autres fonctions, par des cycles de vie, etc. Et justement des fonctions de cycle de vie, donc comme ça se fait en React, Polymère, etc., qui vont en fait, ça vous donner des callbacks qui vont être invoqués à plusieurs stades de la vie de votre composant. Donc c'est-à-dire vous allez pouvoir exécuter du code quand votre composant est monté sur la page, quand il est enlevé de la page, quand il reçoit des propriétés de mise à jour, etc. C'est assez complet de ce point de vue-là. Et alors une petite particularité de Vue sur les composants, on le voit ici à droite, c'est qu'en fait tout ça peut être dans un seul fichier. Donc c'est ce qu'on appelle le pattern de single file component. Donc c'est-à-dire que dans un seul fichier, vous avez votre style CSS, votre template HTML, votre code JavaScript, etc. Et ça c'est assez agréable parce que typiquement si vous voulez donner votre composant à quelqu'un pour qu'il le réutilise, etc., vous avez vraiment qu'un seul fichier à transférer. Et donc les composants, pour être réutilisables, en fait, ils prennent ce qu'on appelle des props, qui va être en fait des datas qu'on va leur donner en entrée. Et donc pour réutiliser votre composant, on peut le réutiliser avec des props différentes dans différentes applications, etc. Quelques mots du coup sur le modèle de réactivité de Vue.js. Donc en fait, tout le modèle de réactivité est basé sur, on voit pas forcément très bien, c'est pas très grave, sur object.defineProperty. Donc c'est une fonction JS, en fait, mais vanilla JS, qui vous permet en fait d'exécuter du code à un moment où vous allez accéder à la propriété d'un objet avec l'opérateur point. Par exemple, vous faites mon objet point ma propriété, et ben là vous allez pouvoir exécuter du code en fait dans un getter que vous donnez à cette fonction, et vous allez également pouvoir exécuter du code lorsque cette propriété est modifiée. Et donc ça c'est assez puissant, et ça permet de manière relativement transparente en fait de construire un modèle réactif. Et de cette manière-là, en fait, Vue.js va savoir exactement quelle propriété a été modifiée, puisqu'on peut exécuter du code quand une propriété est modifiée. Et après, il y a tout un système de watcher en fait qui va indiquer quel composant s'appuie sur cette propriété.
Et donc Vue.js va savoir exactement quel composant est-ce qu'il faut mettre à jour suite à la modification de votre propriété. Et depuis Vue.js 2, il y a un Virtual DOM qui a été introduit. Alors juste une petite présentation succincte du Virtual DOM. C'est en fait un DOM entier ou un morceau de DOM qui est maintenu en mémoire JS. À chaque fois que vous faites un changement, ce DOM est modifié et après les changements dans ce DOM sont impactés d'un coup dans le vrai DOM. L'idée derrière ça, c'est de minimiser les modifications directes que vous faites dans votre vrai DOM HTML. Parce que c'est ce qui coûte assez cher en JS, en fait, comme dans beaucoup de langages, c'est finalement les IO dans le DOM. Et donc là, ça permet vraiment d'optimiser les choses et de faire ça en mode batch. En ce qui concerne l'écosystème de Vue.js, donc il y a quelques éléments assez immanquables. Donc il y a Vuex qui permet de faire du state management centralisé. Bon, c'est un peu comme Redux, en gros. Je vais faire pas mal de comparaisons avec React, hein, pardon, c'est parce que je fais un petit peu de React à côté aussi, donc c'est assez facile pour moi de donner des alternatives dans ce langage-là. Et donc Vuex, en fait, c'est comme Redux, c'est un truc qui permet de centraliser en fait tout le changement de state de votre application, ou une partie du changement de state, c'est comme vous voulez. Et là, plutôt que d'avoir chaque composant qui maintient son state en interne, on a un gros state pour toute l'application qui est à un seul endroit, et du coup, ça peut être bien quand vous commencez à avoir des grosses applications avec éventuellement du state qui sinon serait dupliqué, ou de la communication qui deviendrait difficile entre différents composants qui exploitent le même state et tout. Là, ça vous permet vraiment d'avoir un seul state, et après qui coule vraiment dans tous vos composants d'un coup. Pourquoi on n'utilise pas Redux? Parce qu'après tout, Redux, c'est du JavaScript. C'est utilisable dans n'importe quel framework, pas seulement React. Et, en fait, c'est possible d'utiliser Redux avec Vue, moyennant quelques petits adaptateurs à coder. Mais en fait, l'avantage de Vue, c'est que c'est l'outil dédié. Et il y a pas mal de facilité d'embarquer directement dedans. Je pense notamment, si vous connaissez un peu Redux, au middleware Redux Sync, que moi je rajoute de manière assez systématique quand je fais du Redux. Là, il y a déjà une alternative qui est embarquée dedans, qui permet de faire donc des appels asynchrones dans vos actions. Et donc ensuite, il y a Vue Router qui permet de faire du routing côté client. Donc ça, c'est hyper utile quand on fait des single page applications. Vue CLI, donc qui permet de générer des templates d'applications, un petit peu à la Create React App, je vous avais prévenu. Sauf que là, du coup, il y a plein de... contrairement à Create React App qui est assez dogmatique, en fait, qui impose beaucoup de conventions, là, on peut vraiment générer plusieurs types de templates différents, voire même faire ses propres templates qui peuvent être générés après par Vue CLI, ce qui peut être assez utile dans un cadre d'entreprise. Et alors, la particularité de ces packages, c'est qu'ils sont officiellement supportés en fait par Vue.js. Donc, c'est pas des packages qui sont maintenus par la communauté et qui ont forcément des tonnes d'alternatives. Donc ça, c'est pas mal. J'y reviendrai juste après, mais ça évite d'avoir à se poser trop de questions quand on veut faire quelque chose en Vue. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous parler de Laravel et de Vue.js ensemble? Tout simplement parce que Yvonique le disait tout à l'heure, Laravel, on fait le choix il y a quelques temps d'intégrer Vue comme framework front-end par défaut. Donc c'est vraiment ce que vous avez quand vous faites une nouvelle application Vue, vous avez déjà tout le preset pour faire du Vue. Vous faites juste un petit npm install et c'est parti. Les philosophies des deux frameworks ont pas mal de choses en commun, à savoir qu'ils sont tous les deux déjà relativement simples à prendre en main. Et ensuite, je vous en parlais juste avant, Yvonique, vous l'avez mentionné aussi, il y a pas mal de packages qui permettent de faire des choses assez usuelles, typiquement dans la partie Vue, je pense au single page application, au state management qui est centralisé, etc. Donc c'est quand même des besoins assez courants. Et là, du coup, il y a vraiment des packages qui sont officiellement supportés. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser, à savoir est-ce qu'on prend tel package ou est-ce qu'il ne sera pas mort dans 2 mois puisque le mainteneur il va arrêter de le maintenir ou des choses comme ça. Là, il y a moins de questions à se poser là-dessus. Donc c'est assez simple, il n'y a pas trop à réfléchir. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop à réfléchir. Donc comment fonctionnent les deux frameworks ensemble? Bon, alors ça, c'est pas spécifique à Laravel et Vue, hein, c'est vrai avec n'importe quel framework back-end et front-end. Donc là, Yvonique, vous le mentionnez, il y a un templating Blade, donc en fait le moteur de templating par défaut de Laravel, qui permet, on montrera tout à l'heure, mais de générer du code HTML avec du pseudocode PHP. Et donc c'est possible en fait de faire doucement la transition de Blade à Vue, voire même de garder les deux pour cohabiter. Parce qu'il y a des trucs que Blade fait quand même assez bien nativement et qu'on n'a pas forcément envie de toucher avec Vue. Je pense notamment à toutes les pages d'authentification et tout, qui fonctionnent très très bien avec Blade. Et donc ça, c'est ce qu'on vous présentera tout à l'heure. Et il est également possible de coder, là j'ai mis une SPA, mais pas forcément une SPA, hein, une application Vue.js. Et après de se servir de Laravel comme API via des endpoints JSON qui sont exposés par Laravel. Et de faire les choses uniquement comme ça. C'est peut-être ce qu'on vous conseillerait si vous partez sur une application vraiment très lourde, très complexe.
Donc le bootstrapping facilité. Donc je vous ai dit que Laravel fournissait tout ce qu'il y avait de base pour faire du Vue. Donc ça c'est fait grâce à Laravel Mix, qui du coup fournit une API avec déjà plein de tâches prédéfinies pour Webpack, du npm run watch pour faire du hot reload, etc. Ça gère donc du coup nativement S6, donc il n'y a pas besoin de Babel ni rien. Et ça propose aussi quelque chose d'assez classique, qui est la vendor extraction. Alors ça en fait qu'est-ce que c'est? C'est que ça sépare votre Code.js en deux bundles. Un bundle qui est en fait composé du code des librairies que vous traînez, donc typiquement Vuex, etc. Et un autre bundle qui est composé du code que vous avez fait dans votre application. L'idée derrière ça, c'est que le code que vous faites, il va changer tout le temps, alors que le code des librairies que vous importez, il va rester le même. Et du coup, grâce à cette séparation, ce bundle-là, il pourra plus facilement rester en cache du navigateur. Et maintenant, on va passer à la partie live coding. Donc on va coder une petite application qui va vous permettre de mettre en favori des GIFs que vous aimez bien. Donc dans un premier temps, histoire de s'échauffer un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement coder donc la partie Laravel qui va renvoyer, qui va servir en fait le contenu d'un fichier JSON statique qui est dans l'autre serveur. Donc ce fichier JSON, il contient quelques GIFs avec des URL et des ID, en gros, c'est rien de très sorcier. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se place donc dans le fichier de route de l'application Laravel, donc qui permet de définir le comportement de l'application quand on accède aux routes. Je crois que c'est slash plutôt que index route. Et donc là, en fait, ce que fait Evonik, c'est qu'il définit donc le comportement de Laravel quand on va accéder à l'URL slash, donc à la racine de l'application. Alors ça se fait grâce aux routes de point que vous voyez à gauche. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une façade donc en Laravel. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de classe statique qui fait proxy vers des classes qui sont vraiment instanciées dans votre application derrière, en fait. Donc c'est une manière assez simple et rapide donc de faire des choses. On en a pour la route, on en a pour l'authentification, on en a pour quelques autres choses dans l'application également. Et donc là, on définit une fonction de callback en fait à exécuter lorsque l'utilisateur arrivera sur la route slash. Donc il y a une petite particularité de PHP que vous pouvez voir, c'est l'utilisation du mot-clé use dans la définition de la fonction anonyme. Et en fait, ça indique quelle variable du scope extérieur on va utiliser dans la closure de notre fonction. Donc ça, c'est plutôt élégant, ça permet d'éviter que votre fonction modifie la terre entière sans vous le dire. En fait, vous lui dites quelle variable extérieure est-ce qu'elle a le droit de toucher. Et donc là, on retourne une view donc, qui s'appelle index. En fait, index, ça correspond au nom d'un template Blade. Et donc cette view, on lui donne des paramètres. Donc c'est un tableau nommé assez classique en PHP. Et donc on lui donne un paramètre GIF qui est en fait le contenu du fichier JSON qu'on a lu juste au-dessus. Donc là maintenant, donc je vous disais qu'index c'était le nom d'un template Blade. Donc pour commencer, on va vous montrer juste un peu Blade pour vous montrer rapidement comment ça marche. Donc bon, c'est une syntaxe assez particulière. Toutes les commandes commencent par arrobas. Et donc là, ce qu'on fait, c'est une boucle for each. On itère sur les GIFs, donc on a reçu en paramètre de la vue dans le tableau nommé qu'a défini Evonik juste avant. Et pour chacun de ces GIFs, on va rendre un tag HTML IMG en disant que sa source, c'est l'URL du GIF. Donc voilà, c'est rien de très sorcier jusqu'ici. Et maintenant, donc, on va aller vérifier que ça marche correctement. Donc là, normalement, quand Evonik va faire la requête, le serveur va aller lire le fichier JSON et envoyer son contenu dans le template Blade qui, lui, va s'occuper de faire le rendu. Donc ça fonctionne. Alors du coup, on voit que pour faire des choses simples, Laravel suffit largement avec Blade, avec son système de templating, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, on tend plus vers des choses réactives, en fait. Et le problème du server-side rendering, c'est pour ça qu'on l'a en partie abandonné, même si on y revient sous certains aspects, c'est que on n'a pas la possibilité d'être réactif. Et donc c'est pour ça qu'on s'est plus orienté vers des applications JavaScript sur le front. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut refactorer ce code-là et pouvoir intégrer Vue, comme l'expliquait Benjamin, de manière progressive. Donc il va créer un composant qui s'appelle application.vue. Donc typiquement, c'est l'extension utilisée quand on fait un single file component. Donc on voit qu'à l'intérieur, on a un tag template, ce qui se rapproche des standards HTML mis en avant par les web components, qui va contenir le contenu, la présentation en fait de nos données. Et ensuite, on va avoir une balise script qui va contenir le comportement de notre composant. Donc on voit qu'on a une propriété props sur cet objet qui va représenter les entrées à notre composant. Donc quelle va être la manière d'interagir et quelles sont les interactions qu'on permet à l'utilisateur de ce composant. Donc là, on va venir définir, typer ces interactions-là possibles en disant que voilà, on s'attend à un tableau et on donne par défaut, au cas où cette propriété n'est pas donnée, une valeur qui sera un tableau vide. Donc là maintenant,
Benjamin montre le système de templating de Vue. Ceux qui font du AngularJS ou même du Angular, en fait, sont pas du tout perdus quand on voit le V4 là pour parcourir, par exemple, la liste de nos gifs. C'est quelque chose de tout à fait classique. Et ensuite, on va venir, grâce à VBind, donner la main en fait à Vue sur l'attribut source de notre image, et on va venir lui fournir à chaque itération l'URL du GIF en question. La partie VBind là qu'on voit, ça peut paraître un peu lourd à écrire. Après, on va utiliser un raccourci où en fait cette partie est omise et elle est implicite en fait, où il y a juste besoin d'écrire 2 points. Donc maintenant qu'on a écrit notre composant, comment ça va marcher? Il va falloir qu'on indique au DOM de nécessairement faire un point de jonction en fait entre le fonctionnement natif du navigateur et le fonctionnement de Vue. Donc on va tout d'abord importer notre composant, puis on va instancier une nouvelle application Vue, donc avec l'objet Vue directement, et au travers d'un sélecteur CSS, indiquer quelle est la partie de notre DOM dont Vue va être en charge. Donc c'est en ça que Benjamin en fait expliquait que ça peut être progressif. On peut avoir plusieurs applications Vue qui cohabitent dans notre application avec des sélecteurs CSS différents et pouvoir du coup progressivement migrer comme le fait GitLab en fait pour son application. Et ensuite, on va venir informer donc cette application Vue des dépendances, donc des composants qui sont à sa disposition à l'intérieur de ce scope et qu'elle va pouvoir utiliser. Donc là, en donnant donc à l'intérieur d'une map components ce composant application qu'on vient d'écrire. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir remplacer cette partie Blade un petit peu legacy par notre composant application. Donc tout simplement, c'est le nom du composant, mais en minuscule. Et là, on voit que Benjamin utilise justement le raccourci pour venir binder cette propriété GIF qu'on a définie et venir à l'intérieur donner notre tableau de GIF. Donc là, ça paraît un petit peu verbeux, c'est dû à PHP, c'est-à-dire que là, GIF va être interprété côté serveur en fait et va devoir être transmis à Vue. Et Vue, lui, il comprend du JSON. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'encoder de manière à traduire ce tableau PHP en un tableau JSON, tout simplement. Donc normalement, là, si Benjamin recharge, il n'y a strictement aucun changement puisqu'on a juste fait du refactoring. Je vais vous montrer juste rapidement. Je ne sais pas si vous m'entendez, dans les DevTools de Vue, pour vous prouver qu'on a bien rendu l'application Vue. DevTools de Vue qui sont assez bien faits, soit dit en passant. Et donc là, on a bien un composant application qui est rendu avec donc un tableau de GIF, si j'arrive à voir, ce sera mieux, une URL et un ID, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, alors l'étape suivante, c'est que Benjamin vous l'a expliqué, mais on va venir refactorer cette fois-ci la partie back-end. Ouais, parce qu'en fait, là, jusqu'ici, ce que fait notre backend, c'est servir le contenu d'un fichier JSON. Bon, je suis pas persuadé qu'on a besoin d'un backend dans la Ravel pour faire des trucs comme ça dans une appli JS. Donc là, on va refactorer un peu pour donner une vraie intelligence, une vraie fonction finalement à notre backend. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un contrôleur en fait qui va être chargé de gérer un appel à l'API de Giphy. Puisque là, plutôt que de servir le contenu d'un fichier JSON, on va faire des appels REST à Giphy pour récupérer là les GIFs du moment. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle trending controller. Donc là, Ivonik le génère avec une commande PHP artisan make en ligne de commande. Bon, alors ça génère du code, mais c'est rien de ouf. Hein. C'est juste un squelette de classe vide, donc qui, en fonction de si vous générez un contrôleur ou un modèle, sera un peu différent avec tout ce qui est namespace, etc. Et donc là, on a notre trading controller. Alors, on utilise dedans donc une interface qui s'appelle Giphy interface et qui va nous être injectée en fait dans notre constructeur, puisqu'il y a de l'injection de dépendance dans la Ravel. Alors, on viendra après au pourquoi du comment on utilise une interface. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction index qui va en fait remplacer la fonction qu'on a définie tout à l'heure dans nos routes. Donc là, c'est-à-dire qu'on utilise à peu près la même idée. On retourne la vue index qui, du coup, maintenant utilise notre application vue. Et sauf que cette fois-ci, plutôt que de rendre le contenu d'un fichier JSON dans les GIFs qu'on lui donne en entrée, on va faire un appel donc, grâce à l'interface qui nous a été injectée, donc qui, elle, est chargée de faire l'appel à Giphy. On ne vous montre pas le code de l'appel, puisque ce n'est pas forcément la partie la plus instructive du live coding. Et donc, on va faire un appel donc, à l'API trending de Giphy en lui disant de nous renvoyer les 20 premiers GIFs. Et là, on utilise une fonction convert-to-GIF-array, donc qui semble un peu sortir de nulle part. Et en fait, cette fonction-là, c'est quelque chose qui nous est permis par Composer. En fait, c'est en fait une fonction helper. On peut définir des fonctions comme ça qui peuvent du coup être utilisées n'importe où dans notre application après sans avoir besoin de les définir dans des classes statiques ou des choses comme ça. Et donc ça, en fait, on le fait tout simplement parce que Composer, en fait, c'est tout simplement un objet de configuration de JSON.
et il nous propose de charger automatiquement en fait au lancement de notre application PHP des fichiers. Donc là on voit que de base en bas il charge automatiquement toute notre application, mais nous on est venu dans un attribut files lui rajouter justement notre fichier de helper qu'il va charger automatiquement. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'on modifie donc, la route qu'on a définie tout à l'heure, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc on va virer le contenu de la fonction anonyme qu'on avait définie, et on va simplement indiquer à l'application que lorsqu'on fait un get sur la racine de l'appli, on va appeler la fonction index donc, de notre trending controller. Donc voilà ce qui est défini par ce bout de code. Et donc maintenant, normalement, quand on va recharger l'application, les GIFs vont changer si la connexion internet est assez bonne. Oui, voilà. Donc là, on a les GIFs qui sont en ce moment en trending de Giphy. Donc voilà pour cette partie. Alors dans la partie suivante, on va revenir un peu sur cette histoire d'interface, parce que je vous ai dit qu'il y avait une interface qui était injectée dans notre contrôleur. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on injecte une interface et qu'on ne prend pas directement une classe, l'implémentation qu'on sait qu'on va utiliser. Et ben en fait, donc c'est que, comme je vous le disais, Laravel permet donc de faire de l'injection de dépendance donc par interface, et ce qui fait qu'on peut modifier en fonction de la situation, typiquement si jamais on est en test ou dans un vrai environnement, l'implémentation qui est donnée à une interface. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on se place dans une classe qui est en fait un service provider. Alors les service providers, c'est des classes qui sont chargées en Laravel de définir quelle implémentation va être utilisée pour quelle interface. Et alors là, on va faire un truc, c'est que si on a Internet, on va utiliser une classe, et si on n'a pas Internet, on va en utiliser une autre. De manière à être capable quand même de charger des GIFs depuis toujours des fichiers JSON statiques si on n'a pas Internet. Et dans le cas où on a Internet, bien sûr, on fait une requête à Giphy. Alors comment est-ce qu'on sait si on a Internet ? C'est une fonction ping qu'on a codée. La façon dont on l'a codée, c'est critiquable. C'est en gros, on fait un appel REST sur Giphy, et si au bout de X secondes, on n'a pas de réponse, on considère qu'on n'a pas Internet. Et donc là, Evonik utilise la méthode singleton donc de notre application pour indiquer que là, on a besoin de Giphy interface. On va utiliser donc un Giphy repository qui va du coup être instancié une seule fois pour toute notre application. Parce que c'est un service, on n'a pas besoin d'en faire plusieurs implémentations. Les gens qui connaissent un peu les frameworks comme Spring sont pas trop perdus, je pense, par ça. Et dans le cas contraire, on implémente un mock Giphy repository qui nous sert le contenu de fichiers mock. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut peut-être vous montrer, on va couper Internet, donc présentation à haut risque, pour vous montrer que si on n'a pas Internet, ça continue de marcher quand même. Donc là, voilà, on voit que c'est pas les mêmes GIFs, parce que là, en fait, c'est des GIFs qu'on a enregistrés dans un fichier JSON il y a quelques temps déjà, qui étaient en trending à cette époque-là. Mais maintenant, ça a changé. Et donc, du coup, on arrive bien du coup à utiliser l'une ou l'autre des implémentations en fonction de la situation. Alors là, des fois, il met un peu de temps à se remettre. Ouais, c'est bon. Là, ça remarche avec Internet. Ok, donc on voit quand même qu'on peut faire des choses. Que c'est des concepts en fait qui sont classiques et communs dans les frameworks back-end à l'heure actuelle. On voit que c'est assez flexible. Ça peut aller très loin. On peut faire du binding conditionnel. Vraiment, il y a beaucoup de choses possibles avec cet IEC, même si c'est pour vraiment des utilisations avancées. Donc là, on va creuser un petit peu plus la partie vue. C'est-à-dire que maintenant, on est capable d'afficher le trending des GIFs, mais on aimerait pouvoir faire une recherche plus particulière, comme par exemple afficher les meilleurs GIFs de chats. Je pense que c'est le passe-temps favori de tout le monde. Donc on va essayer de faire ça. Donc là, on a déjà un composant search bar, mais qui n'a aucune intelligence. Et donc on va venir coder son comportement. Parce que là, à l'heure actuelle, ce qu'il fait, c'est tout simplement venir rediriger vers une URL. Donc on va faire en sorte que maintenant il aille nous récupérer les GIFs liés à notre recherche. Donc comment on va faire ? On a un champ, donc bête et classique, sur lequel on va venir récupérer en fait l'état de ce champ pour faire évoluer le comportement de notre composant. Donc pour ça, il faut qu'on définisse un état interne à notre composant. Donc ça, on le fait au travers en fait de l'attribut data d'un composant vue, qui en fait est une fonction. Pourquoi c'est une fonction ? Parce que tout objet littéral en fait en JavaScript est de base un singleton. Donc en fait, là on se retrouvera avec un état qui serait partagé entre tous nos composants. Alors que si c'est une fonction, au moment où la fonction est appelée, elle va retourner l'état interne du composant, donc ça évitera le partage d'informations en fait entre les différentes instances de notre composant. Donc maintenant qu'on a défini un état avec une propriété search à vide, on va venir binder cette propriété de l'état interne sur notre composant. On le fait avec
vModel. Donc là, pareil, tout à l'heure, ce que j'expliquais, ceux qui font de l'AngularJS ou qui font de l'Angular, ils ne sont pas perdus, c'est exactement la même chose. Ce qui fait qu'à chaque fois que notre champ va être mis à jour, on va venir mettre à jour l'état interne de notre composant et ce composant va être rendu, comme l'expliquait Benjamin un peu plus tôt. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on met à jour ce champ, on effectue une requête HTTP pour aller récupérer les gifs associés à cette recherche. Donc là, on va utiliser la propriété watch pour venir écouter les changements et effectuer cette requête HTTP. Là, tout ce qu'on a fait, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est de l'over-engineering, c'est uniquement pour vous montrer les fonctionnalités parce qu'on aurait pu se contenter d'une propriété onChange sur notre input et de faire notre requête directement sur le onChange avec la valeur qui nous est donnée par le callback. Mais bon, comme ça nous permet de vous montrer quelques fonctionnalités sympathiques de vue. Donc là, on fait un debounce de manière à ne pas effectuer trop de requêtes HTTP vers l'API de Jiffy. Et donc, ce que fait Benjamin, c'est qu'il va émettre un événement search avec la nouvelle valeur qui aura été saisie dans l'input. Et là, il est en train de montrer en fait la manière idiomatique de communiquer entre un composant et ses parents. Donc on va aller voir que dans le parent où il y a notre search bar, on écoute l'événement search qui peuvent être émis et on va venir associer une fonction qui viendra traiter cet événement. Et donc là, tout bêtement, en fait, dans notre fonction onSearch, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une requête vers l'API. Voilà. Donc maintenant, si Benjamin tape dans la recherche et qu'il recherche les chats... Ça ne marche pas. Mince. C'est brillant. c'est embêtant. Alors, où est-ce que je me suis trompé ? Tac. Peut-être que je recharge la page, en fait. Je n'ai pas dû recharger l'application. Hop. Ok, tentons le rechargement. Et sinon, c'est pas grave, on ira plus loin. Ok, c'est bon. Donc là, on a bien, c'était juste un petit souci de mise à jour. On a bien donc les plus beaux chats de l'Internet dans notre recherche. Ok, maintenant, tout à l'heure, on vous a survendu le fait qu'on pouvait faire de l'authentification super facilement. On va vous prouver qu'on ne mentait pas. Benjamin va mettre en place l'authentification, attention messieurs et mesdames, en une seule commande. Alors attention, parce que je ne suis pas très bon en PHP normalement. En une seule commande, il n'y a rien à faire. Ça vient installer les tables nécessaires dans la base de données, ça vient générer la partie back-end nécessaire pour traiter les requêtes de login, d'inscription, de mot de passe perdu. Et en plus de ça, ça nous fournit l'interface côté front-end. La petite particularité, voilà, là, il nous a posé une question pour nous demander si on voulait venir écraser le layout. On a dit que non, parce qu'on a fait quelques petites modifications dans le HTML et le CSS, et lui, il ne se pose pas de questions, il écrase tout. Donc, on a juste commenté les parties associées qui étaient dans le layout de base. Donc, ce que va faire Benjamin, c'est tout simplement déjà nous montrer qu'est-ce qui a été produit. Donc, on voit côté front-end qu'on a bien, en fait, une page login, une page d'inscription. Comme je disais, pour les mots de passe perdus, tout ça, ça a été rajouté. Et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va décommenter la petite partie qui permet d'afficher les boutons. Alors, on ne l'a pas modifié, cette partie, c'est celle qui est générée par le framework, c'est juste qu'on l'a commenté. Mais on n'a pas du tout touché. Donc là, si on revient sur notre application, que Benjamin recharge, on va voir qu'on a... Alors, on est déjà connecté, oups. Donc vous n'avez rien vu, c'est la partie d'après. Donc là, on a bien un bouton login et register. Alors, tout ça, c'est en anglais, donc il faut faire soi-même le petit effort de traduction. Mais on a bien nos boutons. On ne l'a pas dit plus tôt, mais Laravel, il travaille avec Bootstrap par défaut. Mais avec les presets, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est très facile d'enlever Bootstrap, d'enlever Vue. Enfin, vraiment, c'est très flexible. Mais ça nous permet très rapidement d'avoir déjà des formulaires qui ont un peu de gueule. Faut pas se mentir. Si on veut travailler sur du MVP, des choses comme ça, on peut très rapidement avoir quelque chose de fonctionnel. Et donc là, voilà, Benjamin a pu se connecter. Donc on a un système d'utilisateurs qui est déjà mis en place et ça nous a pris quelques secondes. Voilà. Merci. Donc maintenant c'est génial. Donc on a une appli qui va chercher des GIFs sur Giphy, qui permet de s'authentifier. Alors par contre, il y a juste un petit hic, c'est que les gens qui s'authentifient n'ont pas accès à plus de fonctionnalités que les autres. Donc du coup, on s'est dit que pour avoir un business model qui roulait à peu près, on allait donner une fonctionnalité en plus aux gens qui sont authentifiés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs authentifiés de mettre des GIFs en favoris, en fait, de les stocker en favoris. Donc là, ce qu'Yvonique vient de faire avec une ligne de commande, donc toujours PHP make,
c'est un objet modèle en fait qui va représenter cette idée de favori. Donc un modèle, ça va avoir deux champs. Donc là, qui vont être l'utilisateur qui a mis le GIF en favori et l'ID du GIF qui a été mis en favori. Donc là, on utilise un attribut protected fillable. C'est en fait, ça nous permet d'indiquer les éléments de notre modèle qui vont pouvoir être initialisés d'un coup. C'est-à-dire typiquement en passant un tableau nommé à notre constructeur, et ben ces deux attributs-là vont être initialisés en fonction du nom des éléments du tableau. Donc là, c'est tout ce qu'on a à faire du côté modèle. Et donc maintenant, on va aller dans un nouveau contrôleur donc, qui s'appelle favorite controller. Donc il y a une fonction star qui va nous servir pour les deux usages. Bon, ça aussi, c'est peut-être un peu critiquable, mais ça nous permet de vous montrer plus de choses. C'est qu'en fait, cette fonction va être appelée d'une part quand on veut mettre un GIF en favori, et d'autre part quand on veut enlever un GIF des favoris. Donc ce qu'on reçoit, c'est l'ID du GIF. Et ce qu'on va vouloir savoir dans un premier temps, c'est est-ce que le GIF est déjà en favori de l'utilisateur qui est connecté, pour savoir si on veut l'ajouter ou le supprimer de notre base. Alors pour connaître l'utilisateur connecté, on voit Yvonique a utilisé aussi ici la façade haute. Donc je vous ai déjà touché 2 mots sur les facettes tout à l'heure. Donc là, c'est une facette qui permet d'avoir des informations sur l'utilisateur qui est identifié, s'il y en a. Donc là, on récupère tout simplement son ID. On fait une requête sur notre base MySQL avec des where. Bon, les gens qui connaissent un peu SQL ne sont pas trop perdus par cette syntaxe. Et dans le cas où notre objet star n'a pas été trouvé dans la base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer et on va l'ajouter dans la base pour notifier que l'utilisateur l'a mis en favori. Donc pour ça, on va appeler la méthode save donc directement sur notre objet star. Donc c'est une illustration de ce que vous disiez tout à l'heure, Yvonique, sur le pattern active record. Les méthodes sont directement sur les objets en fait. Et donc dans le cas contraire, on va simplement supprimer l'objet de notre base de données. Hop. Donc là maintenant, si on recharge notre application, comme on est connecté, on a rajouté un peu de code côté front-end pour mettre des petites étoiles sur tous les GIFs qui permettent de notifier visuellement à l'utilisateur lesquels sont en favori. Et si on clique sur un GIF, donc du coup, c'est envoyé au serveur qu'on a mis ce GIF-là en favori. Et si on charge la page, il est toujours là, il est bien persisté dans notre base de données MySQL. Donc voilà pour les fonctionnalités en plus de nos utilisateurs identifiés. Donc là, on a un business model qui marche bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer à se faire un peu d'argent. Par contre, ce qu'on se dit, c'est que pour attirer une majorité d'utilisateurs, il faut peut-être simplifier un peu le process d'enregistrement, de login et tout. Donc, on va autoriser les gens à s'authentifier avec leur compte sur des services tiers. Donc, quand je parle de services tiers, c'est par exemple des gens comme Twitter, GitHub, Facebook, etc. Donc, alors pour ça, Yvonique vous en a parlé tout à l'heure, il y a la classe Socialite, donc qui permet en fait de gérer toute cette interaction avec les réseaux sociaux. Et donc là, on va récupérer il y a les drivers qui nous permettent d'interagir avec les providers. Et on va donc là, le provider vers lequel on veut être redirigé, donc par exemple Twitter nous est passé en paramètres, et on va appeler la méthode redirect qui va appeler en fait l'URL de redirection du provider. Bon, c'est pas de la magie, hein, Laravel la connaît pas, on l'a juste mis dans la conf à un endroit qu'Yvonique va vous montrer. Donc on a défini dans notre environnement les variables de redirection. On ne montre pas le fichier parce qu'il y a un secret et tout dedans. Et donc ça c'est la première partie en fait, c'est notre utilisateur clique sur le bouton Twitter et il va pouvoir être redirigé du coup vers la page de login ad hoc de chez Twitter. Et il y a une deuxième partie qu'il va nous falloir coder, c'est le retour en fait, une fois que Twitter a dit ok il s'est bien authentifié. Donc ça revient sur notre application. Et donc là dans un premier temps on va récupérer l'objet user qui nous a été donné par le service tiers. On va vérifier que cet utilisateur existe dans notre base de données de user à nous, et s'il n'existe pas, on va le créer. Et ensuite, la seule chose qui nous restera à faire, c'est de l'authentifier dans notre application. Et du coup, là, il se retrouvera authentifié avec son compte sur le site tiers. Donc là, on utilise encore une fois la façade haute pour faire du login. Le deuxième paramètre, c'est juste un remember me, rien de très important. Si, effectivement, il manque un 2 points après la façade haute. Bien vu. Et donc là, une fois que tout ça c'est fini, on redirige juste vers une URL qu'on a définie en haut de la classe, qui est le slash donc de notre application. Donc on redirige vers la racine de l'appli. Donc là, du coup, normalement, si on recharge l'application, tu n'as pas décommenté les boutons dans le front-end, donc on ne va rien voir. Donc ce qu'on va le faire, c'est qu'on va aussi rajouter un bouton de manière à ce que l'utilisateur puisse utiliser la fonctionnalité, puisque c'est plus pratique. Donc pour ça, on va les modifier du coup dans les templates Blade, et il y aura aussi des routes à gérer.
Donc là, dans Register, on a rajouté un petit lien donc qui va nous rediriger. Là, en l'occurrence, on va utiliser Twitter. Mais c'est vraiment simple de le configurer pour d'autres. C'est juste 3 lignes de config à rajouter. On rajoute en gros l'URL de login du service tiers, une secret key et un truc qui identifie notre application. Et là, donc, on va modifier les trucs au niveau des routes. C'est-à-dire qu'on va définir des actions donc, sur les routes /Twitter et /Twitter/callback en leur mappant les deux fonctions qu'on a définies tout à l'heure dans nos contrôleurs. Donc toujours ce système de route, vous n'êtes pas trop perdu normalement, on en a déjà parlé. Et donc là, normalement sur Register, voilà, on a un magnifique bouton Twitter, voilà, qui a la particularité de s'effacer quand on passe le curseur dessus. Et donc là, Evonik va se connecter à son compte Twitter. Et on va être redirigé vers notre application. Sauf que ça ne marche pas. Avec Finder Create User, il y a un deuxième argument, je crois. Ah, c'est ça. Ok, donc on recommence. On va le refaire. Souci. Donc là, oui, voilà, on indique de quel provider vient de quel site partenaire en fait vient l'authentification. Alors là, oui, non, il faut que tu refasses tout le process parce que maintenant c'est. Hop. Qui me redemande pas une deuxième fois, il est assez intelligent. Pour se rappeler qu'il est authentifié. Et donc là, du coup, on est identifié avec le compte d'Evonik sur Twitter, donc avec la petite emoji qu'il utilise sur Twitter. Donc voilà pour l'authentification avec les tiers. Et donc maintenant, dans une dernière étape, on va rajouter un peu d'interactivité entre utilisateurs à notre application. On s'est dit que c'était toujours sympa de pouvoir informer les autres utilisateurs de ce qu'on fait sur une application. C'est ça qui peut créer de l'engouement, voire même du buzz. Et qui sait, on deviendra peut-être le prochain pure player du web avec notre super application GIF. Donc, comment on va faire ça ? Donc, tout de suite, si on veut mettre en place un système de communication entre nos différents utilisateurs, il va falloir qu'on passe sur quelque chose comme, par exemple, du WebSocket. Et pour ça, en fait, côté PHP, on va utiliser Redis. Donc, on a mis en place un Redis qui lui-même va communiquer avec la partie front au travers d'un petit serveur Socket.io. Et donc nous, côté front, après, on va se connecter avec ce Socket.io. Donc pour faire ça, côté PHP, on va venir se placer à l'enregistrement d'un favori et on va récupérer le GIF qui vient d'être mis en favori, ces informations. Donc ça, on le fait comme on l'a montré juste avant avec une autre méthode de Eloquent, donc FindOne, qui permet de récupérer le premier élément qui a le bon ID, et pas le GIF. Ah oui, pardon. Donc qui a le bon ID, donc ça se base sur l'identifiant de l'enregistrement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel événement. Donc un nouvel événement de type Star Event à qui on va donner en fait les informations de notre GIF et de notre utilisateur connecté. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est cet événement en fait ? Tout simplement, c'est une bête class. Benjamin va vous le montrer. Une bête class en fait avec des propriétés. Donc là, on a notre URL, notre utilisateur et l'ID. La petite particularité, c'est qu'on va venir définir un channel sur lequel cet événement va pouvoir être envoyé. Donc dans notre Redis. Donc là, on a mis un channel everyone, c'est par convention, on aurait pu le nommer n'importe comment. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est à vous de définir votre channel. Ensuite, une fois qu'on a fait cet événement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir le dispatcher en fait au travers de notre Redis, qui lui va se charger en fait d'avertir les personnes concernées. Donc là, on définit tout aux heures. Ça veut dire qu'on va venir envoyer cet événement à tout le monde, sauf nous, parce que nous, on l'a déjà mis en favori. On n'a pas besoin à nouveau d'avoir cette information. Donc là, on le broadcast. Et maintenant, comment ça va se passer côté front ? Donc côté front, tout d'abord, il y a eu une petite partie de configuration à faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne donc travailler avec Echo. On vous le présentait un petit peu tout à l'heure, c'est la solution Laravel pour pouvoir entre le front et le back-end justement mettre en place facilement cette connexion WebSocket, où on définit un broadcaster. Donc là, je vous le disais, c'est un petit serveur Socket.io qu'on a défini ici, et on passe en host l'URL à laquelle ce petit serveur est accessible. Et ensuite, donc dans notre composant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser une des méthodes de cycle de vie dont Benjamin parlait un petit peu plus tôt. Donc là, c'est mounted. C'est-à-dire qu'au moment où notre composant va être monté dans le DOM, c'est là qu'on va venir se binder sur notre serveur Socket.io et venir écouter les messages qu'on a en entrée. Donc comment on fait ça ? Tout simplement, on vient
se brancher sur le channel, donc qui est notre channel Everyone. Et ensuite, dans ce channel Everyone, on va écouter les événements de type Star Event. Et ensuite, donc, cet événement Star Event, on a vu qu'il nous donnait un nom, une URL, un ID. On va récupérer donc ces informations-là au travers d'un objet GIF. Et on a un tableau en fait, de notification dans lequel on va venir pousser les éléments nécessaires. Ce tableau étant présent en fait, dans l'état interne de notre composant, à chaque fois qu'on va venir rajouter une nouvelle notification, ça va déclencher un re-rendu de notre composant. Et normalement, ça va venir rajouter une notification dans une sidebar qu'on a rajoutée dans cette étape. Et donc de cette manière-là, si un utilisateur ajoute en favori un GIF, eh ben, les autres utilisateurs sont avertis. Donc la petite triche pour tester tout ce qui est WebSocket, c'est qu'on ouvre un onglet en navigation privée. Comme ça, on peut faire croire qu'il y a 2 utilisateurs connectés. Donc, si Benjamin met en favori à gauche un élément, normalement, si tout se passe bien, Oui. on l'a en notification à droite. Donc voilà, on a pu mettre assez facilement, on l'a vu avec très peu de configuration aussi, une connexion WebSocket pour communiquer entre différents utilisateurs. Je retourne sur les slides. Tac. Ok. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette stack technique? En fait, on a vu qu'il y avait beaucoup de plugins, de librairies en fait, avec une forte valeur ajoutée, donc avec vraiment des orientations métiers comme par exemple le paiement, le login, des choses comme ça. Enfin, vraiment, on a de la fonctionnalité qui est produite et on en a déduit nous que c'était vraiment une stack efficace pour faire des MVP. Donc si on veut très rapidement avoir un proof of concept, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se baser. La courbe d'apprentissage, en fait, est très très rapide. On ne connaissait pas nécessairement les technos au moment où on s'est lancé dessus, mais justement avec tout cet aspect simple à prendre en main sur lequel ils se sont vraiment concentrés en termes de syntaxe, de sucre syntaxique aussi pour faciliter ce qu'on a l'habitude de coder tous les jours, mais de le faire plus rapidement et de manière plus élégante. C'est ça qui nous aide aussi à pouvoir rentrer très rapidement dans le code de ces technologies. On voit que là, c'est pas forcément, comme le disait Benjamin, c'est assez critiquable ce qu'on a fait. On n'a pas forcément d'industrialisation, mais il y a tout ce qui est prévu pour dans l'écosystème et vous pourrez rapidement professionnaliser le code MVP que vous auriez pu produire au départ. On a vraiment apprécié le fait que les deux s'intègrent bien ensemble, de ne pas avoir eu quasi à faire de bootstrapping, voire pas du tout en fait. C'est juste qu'on a lancé 2 commandes pour installer les dépendances PHP et les dépendances JavaScript, et bon, c'était fini. On avait déjà des composants dans les 2 technos qui tournaient, quoi. Et ça, c'est vraiment un gain parce que souvent au début d'un projet, en fait, quand on se lance, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois mettre ça dans tel dossier? Qu'est-ce que je dois faire pour gérer mes tests, pour gérer ceci, cela? Là, tout est mis en avant, en fait, et tout est déjà mis à disposition dans le projet de base. On ne se pose pas de questions, on part vraiment à produire de la valeur immédiatement. Et c'est ça qu'on a trouvé vraiment intéressant avec cette stack. Donc quelques pointeurs, je ne sais pas si vous connaissez en fait les repos de type Awesome. Donc c'est Cindresaurus qui a lancé un petit peu cette mode, c'est un très gros contributeur GitHub. Et en fait, le principe c'est de partager en fait toutes les recherches qu'on peut faire autour d'un sujet dans un repository. Donc avec des liens en fait qui sont triés par rapport aux différentes problématiques liées à cette technologie et avec beaucoup d'articles de qualité qui ont déjà été lus en fait par des personnes de la communauté et mis en avant. Donc là, il y en a un pour Laravel, il y en a un aussi pour Vue. Donc on vous invite à aller regarder, c'est très intéressant si vous voulez essayer cette stack technique. Et il y a Laracast, donc qui est un site mis en avant par Laravel, mais où il y a beaucoup aussi d'informations sur Vue. Logique, vu que le framework le met en avant, nécessairement les développeurs à Laravel ont aussi les problématiques liées à Vue. Donc il y a beaucoup d'informations, des vidéos, des tutos pour pouvoir se lancer rapidement dans ces technologies. Voilà, merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié, tout comme nous on l'a apprécié.